Bagitari sabo yawo. Une date, une histoire poursuit son chemin et nous sommes ravis de nous retrouver en l'espace de quelques jours pour ce 10e numéro de la 2e saison de votre magazine consacré à l'œuvre et à la mission de Papa Simo Kimbangu. Rappelons que ce mois de mars est particulier parce qu'il célèbre à la fois la transfiguration de Papa Kisolokele le 17 et la naissance de Papa Diangenda Kuntima le 22. Qui est donc Papa Diangenda Kuntima? Question classique à laquelle tout kimbanguiste a déjà répondu ou pense avoir la réponse. Mais je m'interroge. Pour répondre correctement à cette question si banale, sommes-nous certains d'avoir compris qui était vraiment Papa Diangenda Kuntima? Tentative de réponse au cours de cet épisode du 22 mars, consacré à un homme aux multiples dimensions, à la fois charismatique et énigmatique. De tous les enfants de Papa Simo Kimbangu, c'est indéniablement le plus populaire. Populaire par la position qu'il occupe pendant 33 ans, au sein d'une église nouvellement constituée, Papa Diangenda a su faire preuve de beaucoup d'humilité au point de couvrir certaines de ses facettes. Beaucoup pensent le connaître suffisamment. Chef spirituel pour beaucoup d'entre nous, guide éclairé ou enseignant pour les fervents fidèles de ses oracles, bâtisseur pour certains et père de famille pour d'autres. Avons-nous omis quelque chose? Je crois, mais laissez-moi rire d'abord. Magicien, sorcier pour certaines langues. Que des qualificatifs pour un seul homme, allant du qualitatif au pire. Décidément, tout semble avoir été dit sur Papa Diangenda Kuntima. En scrutant nos précédents épisodes que je vous invite à regarder et la documentation disponible sur Papa Diangenda Kuntima, il me semble évident que la matière est épuisée. On a suffisamment parlé de sa naissance, de sa famille et de sa scolarité, de son parcours professionnel et de sa vie ecclésiastique, et même de sa mort. Mais que reste-t-il encore à dire sur lui? Beaucoup, au point qu'il en faut des tomes pour expliquer cet homme énigme. C'est ce que tente de nous faire comprendre Papa Aurélien Ambanou, chercheur kimbanguiste. Papa Diangenda Kuntima résumait l'œuvre de son père en une métaphore. Litanga et koi na ebalé na la mer, quoi, on va dire, et Nimisimo Kilimobimba. Voilà comment il résumait l'action de son père. Lorsque, en 1885, il y a eu la conférence de Berlin, organisée par les États impérialistes européens, nous allons remarquer qu'ils ont concentré leur intérêt sur le bassin du Congo, à cause sûrement de sa richesse et de sa situation géographique. Et donc, ils se sont partagés l'Afrique en 1885 et en 1887, un jeune paysan
enfin un jeune Congolais va naître au Congo, Kinshasa, au Congo belge de l'époque, enfin au Congo, et qui va donner lorsqu'il va grandir, il va donner du fil à retordre à ces États impérialistes qui viennent conquérir le Congo. Effectivement, Simon Kimbangu, dans sa lutte de libération de l'homme noir, nous n'allons pas rester sur la lutte de Simon Kimbangu, mais nous allons essayer de rappeler simplement les faits. Simon Kimbangu va lutter pour que l'homme noir soit libéré, malgré qu'on a failli le faire taire en lui infligeant 30 ans de prison. Son œuvre a continué. Lorsque, avant son arrestation, il fait des prophéties qui sont, on va dire, très importantes. Les kimbanguistes les connaissent à travers le discours de Mbanza Nsanda. Lorsque nous lisons le discours de Mbanza Nsanda, nous nous rendons bien compte que Simon Kimbangu a posé, ou on va dire, Simon Kimbangu a montré la voie de ce qui devait arriver au Congo. Simon Kimbangu, dans sa captivité, pendant qu'il est en captivité, c'est son fils qui va hériter de la mission pour poursuivre l'œuvre salvatrice des Congolais. Papa Dengue Ndakuntima était fonctionnaire dans l'administration coloniale belge. C'est à partir du 6 avril 1951, donc à 33 ans, qu'il rencontre son père afin que la passation de pouvoir se fasse pour qu'il poursuive la mission que son père lui avait donnée. Il y a une exhortation très célèbre de Papa Denguenda dans laquelle il dit « Je suis né, donc je cite, « Je suis né le 22 mars 1918. En 1928, j'avais 10 ans. En 1938, j'avais 20 ans. En 1948, j'avais 30 ans. Et en 1951, j'avais 33 ans. Si vous avez réellement le discernement, en quelle année avais-je fait la remise et reprise avec mon père? Nous, tous, nous savons que c'est le 6 avril 1951 parce que Papa Denguenda avait eu ses 33 ans et lorsque cet âge nous renvoie également à notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une date qui est également très importante que les kimbanguistes commémorent, qui a une grande symbolique. Le 29 juillet 1958, l'accident de Lukulu à Kunda-Masango. À Kunda-Masango, il y a une stèle et sur cette stèle est marqué un verset biblique. Ce verset biblique dit, c'est je crois Hébreux 9, 20. En Kikongo, on dit Momo imenga maluwawanu masigidisa nzambi kwa benu. En français, on va dire ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Ces deux dates-là sont très importantes. 6 avril 51, 29 juillet 58. La passation de pouvoir en 51, c'était, on va dire, la passation de pouvoir entre deux protagonistes qui étaient encore vivants. Parce que le témoin, on va dire la passation de pouvoir spirituel se passe toujours entre les protagonistes de leur vivant. Rappelons-nous, avec Papa Dengue Ndakuntima et Papa Dialungana, c'est durant la période des 5 mois, en 89, que ça s'est fait. Et Papa
Dialunga na Kiangani avec Papa Simon Kimbangu, Kiangani. C'est le 5 décembre 1999 que ça s'est fait, devant témoins, Papa Nzinga et Papa Kayombo. Et donc, Papa Diangenda va prendre la relève. En prenant la relève, il fallut qu'il démissionne d'abord de ses responsabilités dans l'administration coloniale belge. Donc, il démissionne le 20 mai 1959 pour se consacrer à bâtir l'œuvre du Saint-Esprit. On va vite passer pour son enseignement. Papa Diangenda nous a révélé beaucoup de choses dans la création. Nous savons que c'est en Kamba Nouvelle-Jérusalem que l'œuvre de la création a été faite par la Sainte Trinité. Il nous a révélé les mystères du péché originel. Nous savons que Adam, qu'on appelait Mbuki, de leur vrai, Adam et Ève, de leur vrai nom, Mbuki et Nkenge, ont été initiés à la sorcellerie. Ça, c'est Papa Diangenda qui nous l'a révélé. Et Papa Diangenda également nous a enseigné que la rédemption n'était pas une fin, mais plutôt un moyen pour arriver à la restauration de l'Éden perdu. La continuité de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu constitue l'épine dorsale de la démarche entreprise par Papa Diangenda Kuntima, tant sur le plan matériel que spirituel. Son combat pour la liberté et l'indépendance des peuples opprimés, sa lutte contre l'hégémonie de certaines nations sur d'autres, témoigne de son implication dans la géopolitique africaine. Au préalable, il faut signaler que l'histoire de l'humanité est religieuse. L'histoire des régimes politiques également est religieuse parce que nous les lisons dans les Saintes Écritures lorsque nous étudions le royaume d'Israël. Mais l'histoire du Congo est également religieuse parce que pour l'accession aux indépendances, Papa Diangenda Kuntima, chef spirituel de l'église kimbanguiste, a joué un rôle éminent pour que ces pays se libèrent. Papa Diangenda nous a fait comprendre que l'homme noir avait une destinée. Et au travers de cette destinée, il a voulu nous faire prendre conscience, puisqu'il posait toujours cette fabuleuse question. Homme noir, qui es-tu? D'où viens-tu? Voilà la prise de conscience que ces interrogations de Papa Diangenda ont insufflé dans nos consciences. Et à travers ces questionnements, nous pouvons imaginer la place de l'homme noir dans le plan de Dieu. Il disait toujours Motomoindo outa wapi, Motomoindo outa wapi. Papa Diangenda Kuntima avait une mission, réhabiliter l'homme noir. Au travers de cette réhabilitation, sachant que nous les kimbanguistes, nous avons 3 sources. Les 3 sources, c'est la Bible, les cantiques kimbanguistes et les exhortations de nos papas. Donc nous avons un cantique qui dit Kongo yo mboka kimbangu amonela ki pasi andima ki pasi pambate alinga ki bokonzi etelema na Congo kasi lelo yo na Congo ba wanganie. Ce cantique exprime bien le martyre, le sacrifice vécu par Simon Kimbangu pour que le pouvoir de Dieu s'installe, pour que le processus de l'installation du pouvoir du royaume de cieux, de l'avènement du royaume de cieux soit enclenché. Donc on dit bien Andima ki pasi pambate bokonzi etelema na Congo. Bokonzi, c'est l'avènement du royaume de Dieu. Donc pour entrer dans le processus de l'avènement du royaume de Dieu,
il fallut qu'on pose les bases. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été rejeté par les Congolais. Il a été rejeté par les Congolais. Si on simplifie, on va dire que nos souffrances d'aujourd'hui sont la conséquence de ce rejet. Et donc, nous pouvons dire que pour que ce pouvoir, pour que l'avènement du royaume, pour poser les bases de l'avènement du royaume de Dieu, Papa Dianguinda avait un plan, il a joué un rôle éminent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'impliquer dans le processus d'indépendance des trois Congos. On va dire des deux Congos, puisque les sources que nous avons essayé de regarder nous ramènent pour le moment aux deux Congos. Il va se passer que Papa Dianguinda va s'impliquer dans le processus politique en adoubant certains leaders politiques, notamment au Congo-Kinshasa, au Congo belge, il s'agira de Kasavubu. Kasavubu était membre d'une association des Bakongo qu'on appelait la Bako. Cette association a été créée par un certain personnage éminent qu'on appelait Nzenza Land. C'est lui qui a créé, c'est ce personnage qui a créé la Bako, qui était une association des Bakongo. Papa Dianguinda s'est lié d'amitié donc avec, je pense que c'est Papa qui sur lequel était membre de la Bako, mais ça reste à vérifier. Mais bon, on passe. Papa Dianguinda va prendre sous sa coupe cet homme politique qui était Joseph Kasavubu. Il y a un témoignage sur YouTube de Papa Kalamvouila. Nous tapons témoignage de Papa Kalamvouila sur Joseph Kasavubu. On aura toutes les informations parce que là, on n'a pas le temps de développer. Et donc, Papa Dianguinda va prendre Kasavubu sous son aile pour essayer de le manager, pour aller vers l'indépendance. La Bako avait une stratégie. La stratégie de la Bako, c'était d'acheter des armes pour essayer d'arracher l'indépendance par les armes. Il va y avoir des réunions clandestines. Ils ont eu un contact européen qui allait leur fournir des armes s'ils avaient des moyens financiers. Ils sont partis faire leur réunion clandestine. Ce blanc a dit, si vous m'apportez les fonds, moi je vais vous apporter des armes afin que vous rentrez dans une lutte armée. Papa Dianguinda Kunchima a opté pour une autre stratégie. Il a dit, donnez-moi 24 heures. Papa Kalamvouila a été là, puisqu'il a témoigné. Il a dit, donnez-moi 24 heures, je vous apporterai la stratégie, la réponse ou la stratégie à mener. Et donc, 24 heures après, Papa Dianguinda va suggérer aux membres de la Bako de faire un courrier au gouverneur, un courrier pour demander l'indépendance. Ce courrier a été fait et il a été transmis. Papa Dianguinda a donné des instructions strictes pour dire que ce courrier doit arriver aux mains du gouverneur. Quand la lettre de la demande de l'indépendance est arrivée entre les mains du gouverneur, nous savons qu'il y a eu un remue-ménage. Les cadres de la Bako étaient recherchés pour être arrêtés, mis au vert, quoi. Mais il s'est passé que il y a certains cadres de la Bako qui ont été arrêtés parce qu'il y a eu une manifestation. Il y a eu des manifestations dans Léopoldville, il y a eu des manifestations, il y a des cadres de la Bako qui ont été arrêtés. Je pense même que Kasavubu avait été arrêté lors de ces manifestations. Mais pour les sortir de cette situation, Papa Dianguinda a dû payer les honoraires de l'avocat qui les avait défendus.
Cet avocat s'appelait Maître Croquette. Maître Croquette était un ami de celui qui va devenir président en République du Congo, l'abbé Fulbert Yulu. Donc, Maître Croquette, parce que Papa Dianguenda faisait beaucoup de va-et-vient à Brazzaville, il avait connu Maître Croquette. C'est Maître Croquette qui est venu défendre les cadres de la BACO. Le 4 janvier 1959, ils ont été libérés. Et c'est Papa Dianguenda qui avait payé les honoraires auprès de cet avocat. En 1960, va arriver la fameuse table ronde. On essaie de parler que des grandes séquences. En 1960, va arriver la fameuse table ronde où les cadres politiques du Congo vont se retrouver en Belgique pour essayer de négocier l'indépendance. Mais un préalable va être posé. Il fallut qu'ils payent un certain montant avant de commencer les négociations. Il fallait payer une certaine somme. Et c'est Papa qui a sorti une enveloppe de sa veste et qui a dû payer le montant exigé par les Belges pour que les négociations puissent commencer. Par ailleurs, Joseph Kasavubu, sachant qu'il était managé par Papa Dianguenda Kountima, Papa Dianguenda Kountima lui avait donné des instructions strictes parce que le Congo allait accéder à l'indépendance. Nous savons tous que la spiritualité, ou on va dire, oui, aucune civilisation ne peut se bâtir sans croyance collective. Il y a même un auteur qui dit « La puissance d'une civilisation épouse toujours la civilisation de la religion qui la légitime. » Donc, Kasavubu n'avait pas compris les enjeux. Et après les indépendances, lorsqu'il sera invité pour l'inauguration du premier temple kimbanguiste, puisque l'église kimbanguiste n'avait pas encore les moyens financiers pour se bâtir des locaux dignes de ce nom, c'était des mandalas, là, comme on dit, hein, et des bambous. Les conseillers sont allés dire on t'attend là-bas, mais dans un cadre, on va dire, qui n'est pas à la hauteur de votre dignité. Kasavubu avait, on va dire, avait décliné l'invitation. Les trois papas l'attendaient impatiemment. Il n'est pas venu, il ne s'est pas présenté. Je crois que c'est Papa Kisolekele. Un des papas, en tout cas, avait retourné le fauteuil qui attendait Joseph Kasavubu. Et ce retournement de fauteuil signifiait la rupture entre nos papas et leur poulain, Kasavubu. La suite, nous la connaissons. Comment Kasavubu a été déchu de son poste. Pour le Congo-Brazzaville, Papa Dianguenda a effectué beaucoup de voyages au Congo-Brazzaville. En effectuant beaucoup de voyages, puisqu'il avait beaucoup de contacts, il était en contact avec beaucoup de cadres du Congo-Brazzaville. Il a eu à faire la connaissance de l'abbé Fulbert Yulu. Puisque c'était un homme de Dieu, l'abbé Fulbert Yulu va contacter Papa Dianguenda Kountima. Je donne comme référence, comme source, le livre de Papa Dialungana Kiangani, Kimbanguisme, Voie du salut. Nous pouvons lire ce témoignage-là dans cette œuvre. Papa Dialungana nous relate à peu près les péripéties connues par l'abbé Fulbert Yulu. L'abbé Fulbert Yulu a contacté Papa Dianguenda, le suppliant de l'aider à accéder à la magistrature suprême. L'abbé Fulbert Yulu, Papa Dianguenda lui a dit non, mais toi tu es un homme de Dieu, prie, Dieu va exaucer ta prière. L'abbé Fulbert Yulu était convaincu que
Papa Dianguenda, fils de prophète, pouvait l'aider à accéder à la présidence de la République. Donc, l'abbé Fulbert Yulu a été à la tête d'un parti, l'UDDA. Il y a eu des... Papa Dianguenda Kuntima lui a dit « Ok, je vais t'aider. » L'abbé Fulbert Yulu est venu à Léopoldville. Papa Dianguenda Kuntima, comme il a fait pour Kasavubu, il lui a donné des instructions fermes. Il lui a donné l'onction, puisqu'il a dormi 3 jours et 3 nuits dans la résidence de Papa Dianguenda Kuntima. Il a passé 3 jours et 3 nuits. Et donc, Papa Dianguenda lui a donné l'onction. Ils ont fait un deal. Dans ce deal, l'abbé Fulbert Yulu s'était engagé à aider l'église kimbangiste à s'émanciper, à se développer. L'abbé Fulbert Yulu avait même proposé de prendre des ministres kimbanguistes. Papa Dianguenda était contre. Les élections ont eu lieu au Parlement. L'UDDA, les partis, l'UDDA était à égalité avec un autre parti. Il y a un député indépendant qui a basculé du côté de Yulu et qui a donné la majorité à Yulu. Et voilà comment Yulu est devenu président de la République. Yulu devient président de la République. Papa Dianguenda va chercher à le contacter. Donc de 60 jusqu'à 62. Papa Dianguenda n'arrive pas à entrer en contact direct avec l'abbé Fulbert Yulu. C'est donc en 62, 2 ans plus tard, que l'abbé Fulbert Yulu, pour un anniversaire au palais, va inviter Papa Dianguenda Kuntima. Ils vont se croiser dans le jardin de la présidence. Papa Dianguenda, Mbutamuntu, mais j'ai essayé de te joindre pour essayer de discuter sur ce que nous nous sommes convenus. Papa Dianguenda Kuntima, l'abbé Fulbert Yulu va suggérer à Papa Dianguenda d'aller dans un coin du jardin pour entendre ses doléances. Papa Dianguenda a été déçu de l'attitude de l'abbé Fulbert Yulu. Il a dit non, de quoi voulais-tu me parler? Papa Dianguenda a trouvé des mots simples. Il ne pouvait pas parler dans le jardin. Parce que Yulu avait dit, on ne peut pas rentrer dans le palais parce qu'il y a mes protections dans le palais. Il y a des choses qui sont dans le palais qui me protègent. Papa Dianguenda a dit, ok. Et finalement, 1 an plus tard, la révolution va arriver. La révolution du 13, 14, 15 août va balayer l'abbé Fulbert Yulu. L'abbé Fulbert Yulu, dans le palais, on va découvrir des gris-gris qui vont montrer que ce n'était pas vraiment un serviteur honnête de Dieu. Et donc, au travers ces 2 exemples sur Kasavubu et l'abbé Fulbert Yulu, nous voyons bien que Papa Dianguenda a joué un rôle éminent pour que les Congos soient libérés. Il s'est investi pour que, comme on a entendu dans le cantique, Bokonzi, Yanzambe et Télémana Congo. Mais il a été très déçu, raison pour laquelle les difficultés que nous avons aujourd'hui au Congo, datent de ces époques-là. Les difficultés que nous vivons aujourd'hui, avec des sociétés complètement décadentes, la responsabilité incombe d'abord à nos dirigeants, puisque si nous repartons sur le discours de Manzan Sanda, tout avait été prédit, tout avait été prophétisé. Les premiers, dans le discours de Manzan Sanda, on dit bien, les premiers responsables vont être au service de l'Occident. Papa Dianguenda ne s'est pas arrêté là, malgré que les premiers leaders choisis
ont échoué. Au Zaïre, Papa Dianguinda va faire une rencontre décisive. Enfin, il va faire une rencontre, pas décisive, il va faire une autre rencontre. Mobutu Sese Seko. Papa Dianguinda a rencontré Mobutu. Papa Dianguinda le précise bien, c'était le 15 septembre 1950. Il a fait la connaissance de Mobutu. Et c'est en 1958 que Mobutu, le témoignage de Mobutu nous parvient, enfin, oui, Mobutu déclare lors des obsèques de Papa Dianguinda que c'est en 1958 que Papa Dianguinda avait prophétisé qu'il sera un homme important, très 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 important, qu'il va occuper des grandes responsabilités au Congo-Kinshasa. Et donc, de 50 à 58, il s'est passé 8 ans. Mais Papa Dianguinda et Mobutu, ils étaient voisins lorsqu'ils étaient à Kananga, Luabour, à cette époque, ils étaient voisins. Papa Dianguinda était déjà marié, mais Mobutu était célibataire. Et Mobutu venait partager le repas avec Papa Dianguinda. Et c'est au travers ce rapport intime que Papa Dianguinda a préparé Mobutu à la magistrature suprême. Parce que lorsque nous regardons le parcours de Mobutu, lorsqu'il devient président, son idéologie, la doctrine qu'il impose à son pays était, on va dire, comparable comment on appelle ça? Pas aux lois de l'Église, mais les préceptes de l'Église. Donc Mobutu avait une doctrine, recours à l'authenticité. Souvenons-nous aujourd'hui, Papa Simon Gibangani parle Tozong la Bokoko. Donc c'est une doctrine qui date. En fait, c'est la doctrine même de l'Église kimbangiste. Le recours à la tradition. Mobutu appelait ça recours à l'authenticité. Un exemple, les femmes ne portaient que des pagnes, ne pouvaient pas porter de shorts ni de pantalons. Les femmes se tressaient, comme elles ne mettaient pas de mèches, se tressaient à l'africaine. Il y avait beaucoup de choses que Papa Dianguinda lui avait inculquées. Donc, dans ce recours à l'authenticité, on s'était départi des prénoms occidentaux. Jean-Jacques, Michel, non. C'était Dianguinda Kuntima. Joseph, on avait enlevé ça. C'était maintenant Dianguinda Kuntima. Donc, en fait, Mobutu, Papa Dianguinda a managé Mobutu. Enfin, Mobutu a partagé une certaine doctrine de l'église kimbangiste. Enfin, les aspirations de Papa Dianguinda, les idées de Papa Dianguinda, il a essayé de les imposer au Zaïre. Et le Zaïre, moi j'ai quand même vu, pour ceux qui ont vu, le Zaïre était quand même sur les bons rails. Jusqu'à ce que Mobutu déraille. Lorsque Mobutu a déraillé, sachant que Dieu lui avait donné l'onction pour prendre les rênes du pouvoir, lorsque le pouvoir est arrivé à son terme, comme Dieu l'avait décidé, Mobutu a été chassé du pouvoir. Je vais citer Papa Dianguinda Kuntima, lorsque des journalistes l'ont interpellé pour dire que des journalistes congolais, zaïrois et angolais l'ont interpellé pour lui dire « Vous soutenez le pouvoir de Mobutu ». Papa Dianguinda va répondre ceci, je cite, « Moi, j'appuie la paix dans notre pays, dans votre pays qui est le Congo, dans le pays de l'Angola, dans tous les pays du monde. Tous ceux qui sont placés à la tête des États ont toujours mon petit concours. Il est vraiment petit, très mince même, je dirais, au risque même, au moindre vent, de se couper. Mais je vous assure, je n'appuie personne en tant qu'individu. Toutes les personnes éprises de bonne volonté qui veulent la paix, là où elles se trouvent, parce que je suis censé de croire, comme l'Évangile le dit, toute autorité vient de Dieu. » Fin de citation. Voilà ce que Papa Dianguinda déclare. Et
nous remarquons bien que dans ses paroles, Papa Dianguenda parle de paix, de paix. Papa Simon Kimbangu Kiangani, lorsqu'il se déplace, il dit toujours « Namemi libino kimia ». Namemi libino kimia. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Même les papas ont parlé toujours la paix, la paix. Aujourd'hui même, Papa Simon Kimbangu Kiangani nous exhorte aux prières, à prier pour la paix dans le monde. C'est cette paix-là qui va faire en sorte que l'avènement du royaume de Dieu, les prophéties pour l'accomplissement, pour que l'avènement du royaume de Dieu se fasse, il faut qu'il y ait une paix. Et pour parler de la paix, Papa Dianguenda était un homme de paix. On peut donner un exemple probant. Papa Dianguenda, lorsqu'il y a eu la guerre de 6 jours dans le conflit israélo-palestinien en 1967, l'État hébreu a pris possession de la ville de Jérusalem. La communauté internationale s'étant émue, on a essayé de former, un comité pour essayer de faire en sorte que les 3 grandes religions partagent les lieux saints, afin que les tensions soient apaisées. Et Papa Dianguenda avait été contacté parce que des leaders religieux étaient contactés, des architectes, mais il fallait être impartial. Hein? Et Papa Dianguenda a été choisi pour faire partie de ce comité, pour apaiser les tensions entre les 3 grandes confessions qui partageaient la ville sainte de Jérusalem, enfin ville sainte entre guillemets, de Jérusalem. Donc Papa Dianguenda a été reconnu mondialement comme homme épris de paix. Il y a aussi le grand marabout qui a fait un voyage au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, enfin qui a fait un voyage dans la communauté kimbanguiste. Il avait aussi décoré Papa Dianguenda comme homme de paix. Le grand marabout, il a décoré Papa Dianguenda comme homme de paix. Papa Dianguenda a eu plusieurs distinctions en ce sens comme homme de paix. Et donc, que dire de plus sur ce personnage éminent, sachant que nous l'appelons chef spirituel, mais les autres l'appelaient son éminence. De tout ce dont nous avons parlé, il résulte que Papa Dianguenda Kuntima était un personnage hors du commun par l'immensité de l'œuvre qu'il a bâtie. Il est venu poser les bases des bouleversements spirituels et matériels à venir. Donc Papa Simon Kimbangu résume en ces termes: Sikoyo tokomi na tango ya Esau, tango ya Jacob et Sili. Nous devons comprendre par là que l'Afrique est rentrée dans le processus de libération du joug que lui a imposé l'Occident depuis des siècles. Voilà, c'est aussi simple que ça. Au terme de ce numéro consacré à l'influence politique de Papa Dianguenda Kuntima, on peut aisément considérer que la continuité du combat de Papa Simon Kimbangu pour l'émancipation et la prise de conscience de l'homme noir était aussi politique. Le discours de Mbanza Ntsanda témoigne de l'aspect politique de ce combat qui a éclos depuis le 6 avril 1921 en Kamba. Ce sera l'objet d'un prochain numéro, je l'espère. Le 6 avril, journée consacrée depuis peu en République démocratique du Congo, au combat de Papa Simon Kimbangu et à la conscience africaine.